Jean Dumarquis, bonjour à tous. Réforme des retraites, peuple 3, Macron 0. Avant de développer toutes ces actualités, il y a de très nombreuses nouvelles dans ce journal. Je voulais remercier, comme il se doit, tous ceux qui me permettent de vivre mon travail. Et aujourd'hui est à l'honneur le passager du vent. Quel joli nom. Et puis, vous êtes très nombreux à m'écrire, à me soutenir. Merci, c'est ensemble. On fait des efforts au niveau, évidemment, de ses capacités. C'est-à-dire qu'un petit pouce levé, un petit message, on parle de cette chaîne à des amis, eh bien, c'est suffisant. L'objectif, évidemment, c'est d'avoir un maximum de vues pour permettre à la réinformation eh bien, de lutter presque à armes égales avec la presse aux ordres. Alors, on va commencer directement par le titre. Il y a eu des manifestations hier. Alors, la grande inconnue quand je me lève, est-ce que ces manifestations étaient réussies? Est-ce que le pouvoir est obligé de reconnaître que eh bien, les Français refusent cette réforme des retraites? On prend par exemple Le Figaro, avec une forte mobilisation, les opposants à la réforme ont encore fait entendre leur voix et pensent déjà à donner une suite au mouvement. Entre le chiffre de 2,8 millions de manifestants revendiqués par la CGT et celui de 1,2 million de contestataires selon le ministère de l'Intérieur, on est à peu près dans les marges. Maintenant, je n'aime pas trop la querelle de chiffres. Ce qui est certain, c'est quand les syndicats, quand les organisations arrivent à mobiliser plus d'1 million de personnes, c'est un immense succès. Nous retrouvons le même titre dans l'E-Monde, on retrouve le même titre dans l'Express, etc. C'est un énorme succès. Alors il y a eu une tentative évidemment de la part des macronistes de faire croire qu'il y avait strictement personne à ces manifestations, une manipulation de type stalinienne. Eh bien, regardez par exemple ce qui est capable de titrer France Info, grève du 31 janvier, 55 000 manifestants recensés à Paris, selon le cabinet Occurrence, pour plusieurs médias, dont BFM TV. Le cabinet Occurrence, comme le disent d'ailleurs à peu près tous les journalistes de leur information, c'est une immense plaisanterie d'Emmanuel Macron. On sait qu'ils sont à son service et qu'ils vont systématiquement minimiser, alors c'est même pas minimiser, ridiculiser les vrais chiffres des manifestants. Donc c'est un succès. Alors c'est important qu'il y ait un succès parce que le président de la République est sur le recul et lorsqu'on lit les sondages d'ailleurs suite à ces manifestations, eh bien on s'aperçoit que 36% des sondés considèrent que le chef de l'État est un bon président de la République. Remarquez que ces 64% considèrent que c'est un mauvais, et ça c'est le véritable chiffre. C'est 5 points de moins en un mois. Quant à Elisabeth Borne, elle chute comme jamais à 31%. Un taux jamais atteint par Jean Castex, c'est vous dire, son prédécesseur. Voilà. Certains me diront « Ah bah oui, mais c'est quand même très élevé ». Non, c'est pas très élevé puisque c'est un sondage Odoxa et que là encore, comme occurrence, Odoxa est très favorable au gouvernement. Ils sont obligés de montrer qu'il y a une chute chez Emmanuel Macron. 36% de sondés qui pensent que Macron est pas trop mauvais président, c'est tout simplement qu'il n'y a plus que 15 ou 16% de fidèles. Faut pas se tromper parce qu'il y a la crise ukrainienne, il y a toute une série de choses où ils sont plus ou moins satisfaits, donc on regroupe tout ça et ça fait du 36%. Ensuite, lorsqu'on fait des sondages, on joue sur la part de popularité d'un mois à l'autre, donc on gonfle artificiellement. La réalité, c'est que Macron est certainement entre 15 et 17%. C'est-à-dire que ça se réduit véritablement à la garde des fidèles. Voilà, donc c'est une chute très importante pour Emmanuel Macron. C'est un premier point, 1-0 pour le peuple. Et puis, comme il y a eu une manifestation qui a été réussie, ça a été 2-0. Plus celle-là, eh bien ça fait 3-0. Emmanuel Macron est un petit peu cerné. D'ailleurs, ils font profil bas, ils essaient d'éviter de mettre de l'huile sur le feu, ils tentent de la diversion, avec cette fameuse loi sur le racisme qui est presque drôle, mais il n'en reste pas moins qui n'ont plus la ferveur populaire. Et le plus important peut-être dans cette histoire, c'est qu'il commence à avoir certains députés MoDem qui s'agitent, et notamment le député centriste du Loiret, Richard Ramos, a estimé que la pédagogie qu'entend mettre en œuvre le gouvernement pour convaincre du bien fondé de sa réforme revient à insulter l'intelligence des Français. C'est très intéressant parce que ce genre de décryptage, c'est de la réinformation. Ce sont nous, les journalistes de la réinformation, qui tiennent ce genre de discours. Et là, c'est repris par un MoDem.
S'il existe un début de fronde au sein de la majorité face à la très contestée réforme des retraites, le député MoDem du Loiret Richard Ramos pourrait en être l'avant-garde. Invité sur le plateau de l'émission C'est à vous sur France 5 le 30 janvier, l'élu a en effet réaffirmé son opposition à un texte qu'il juge très injuste et s'est livré à une critique acide de la méthode du gouvernement, censée être basée sur l'explication point par point des bénéfices attendus de la réforme. Comparant la situation du pays à une poudrière sociale, Richard Ramos s'en est pris avec virulence aux technos, aux têtes d'œufs à Paris qui incitent selon lui les élus de la majorité à faire preuve de pédagogie. C'est des conneries la pédagogie, c'est dire j'ai raison, vous êtes des cons les Français, je vais vous expliquer pourquoi j'ai raison et que vous êtes des cons surtout. A-t-il lancé, jugeant qu'il faudrait mieux aller sur le terrain pour écouter l'avis des citoyens, à commencer par les seniors confrontés à la difficulté de retrouver un emploi aux environs de 50-55 ans. Voilà, donc ce qui est dit généralement par les hommes politiques contestataires de cette réforme, eh bien, on l'entend maintenant dans la bouche des modems. Bon, on ne se fait aucune illusion, les modems aimeraient bien voter cette réforme à 65 ou à 67 ans. Non, ce qu'ils contestent, c'est la méthode. Et là, vous allez constater un hasard très curieux, un hasard de calendrier. On voit les modems un petit peu se révolter contre l'autorité de Macron. Je vous en avais parlé déjà dès le mois de septembre. Bayrou ne voulait pas de cette réforme. Il avait expliqué que c'était la fin de leur majorité. Eh bien, regardez ce qui tombe dans les journaux à la une. Assistant d'eurodéputé MoDem, procès requis pour 13 personnes, dont François Bayrou. Mais qui peut croire un instant qu'il y a un hasard de calendrier? Nous connaissons trop Emmanuel Macron. Il met une énorme pression sur ses ennemis politiques par la justice, et particulièrement sur ses alliés lorsqu'ils ont des velléités d'indépendance. Alors Emmanuel Macron n'a plus qu'une seule solution, c'est de faire voter cette réforme par un 49-3. Mais quel aveu! Et oui, cela signifie qu'il est un tyran, qui n'écoute pas la voix du peuple, qui n'écoute pas la voix des élus du peuple et qui passe en force. Ce serait un véritable déni de démocratie. Va-t-il le tenter? Nous connaissons Emmanuel Macron, il est capable de tout. D'autant plus qu'il est cerné par une mesure que, si elle était adoptée, mettrait fin à cette réforme des retraites. De nombreux leaders patriotes l'ont proposé, je pense à Florian Philippot, je pense à François Asselineau, je pense à Nicolas Dupont-Aignan, et aujourd'hui c'est porté par le Rassemblement national Jordan Bardella. Écoutons-le. À quoi elle sert cette motion référendaire que le RN a déposée à l'Assemblée nationale ? À ce que ce texte soit soumis à l'avis du peuple français. Moi, je lance un appel ce soir à toutes les forces d'opposition et je mets au défi toutes les formations qui se disent d'opposition de voter cette motion référendaire. Depuis plusieurs jours, nous demandons ce référendum. Nous avons obtenu à l'Assemblée nationale aujourd'hui, c'est une obtention directe du Rassemblement national, que la motion référendaire, c'est-à-dire que la porte ouverte au déclenchement d'un référendum par le président de la République, soit soumise aux voix le 6 février de l'Assemblée nationale. Si toutes les forces d'opposition, de la gauche à la droite, se rassemblent derrière cette motion du Rassemblement national, en faisant fi du sectarisme, des différences de partis politiques, des différences d'opinion sur tous les sujets, se mettent ensemble sur un texte, sur cette proposition référendaire, alors nous pouvons ouvrir la voie à un référendum. Ça va être un véritable moment de vérité et de clarification. Est-ce que la NUPES, qui ne veut absolument pas pour l'instant joindre ses voix mais c'est très intéressant. Est-ce que ces gens-là sont capables de faire passer l'intérêt de leur boutique, leur idéologie et l'intérêt de leur parti après les intérêts du peuple français? Je veux dire, les Français ne comprendraient pas que des partis politiques qui sont contre cette réforme ne votent pas la motion référendaire du Rassemblement national. Donc je dis là, on a une occasion historique, inédite, le 6 février, d'enclencher un processus démocratique profond dans notre pays pour faire en sorte que cette réforme ne passe pas à l'Assemblée nationale. Donc il faut que tous les mouvements de politique, et on a bien vu d'ailleurs chez LR, il y a beaucoup de députés qui ne veulent pas de cette réforme des retraites. Il y a beaucoup d'électeurs de LR qui ne veulent pas de cette réforme des retraites, contrairement à ce que dit M. Ciotti. On a vu que dans la majorité présidentielle d'Emmanuel Macron, il y a des députés qui sont très mal à l'aise avec cette réforme. Vous avez même vu d'ailleurs une députée de la majorité dans le journal Le Monde qui a parlé de réforme sacrificielle. C'est-à-dire qu'ils ont conscience du caractère sacrificiel, du caractère cynique de cette réforme, et je pense que l'opposition doit constituer cette majorité de refus à l'Assemblée nationale et une fois réussir à se mettre d'accord pour protéger le modèle social français. Et oui, l'adoption d'un référendum, c'est dans la logique des institutions et puis c'est démocratique, on attend tous ce référendum.
Alors, quelle est la chance que ce référendum soit adopté? Eh bien, il faudrait que les groupes de la France Insoumise, des LR, du Rassemblement National votent, et même peut-être des députés proches d'Emmanuel Macron. Mais voilà, Emmanuel Macron a des atouts, et je pense que son meilleur atout, c'est la France Insoumise. Nous le savons, il a été élu grâce aux voix de la France Insoumise. Et là, nous assistons à des drôles de choses qui nous font dire, d'ailleurs c'est notre thèse sur cette chaîne, qui nous font dire que la France Insoumise, c'est une opposition contrôlée. On va regarder, pas un sketch, et pourtant c'est un sketch. Allez, je vous le passe, vous allez comprendre. La baisse du nombre de RSA ne dit rien en fait de la réalité de la précarité de votre population et vous devriez la regarder différemment. Sur la carrière des sportifs, puisque tel est l'amendement dont nous discutons aujourd'hui, eh bien je m'interroge, moi, que va faire Mbappé après 50 ans ? Et que va-t-il faire ? Je ne sais pas si Emmanuel Macron, au moment où il faisait des papouillets à Mbappé, lui a parlé de sa carrière et de sa carrière quand il serait senior. Et en l'occurrence, oui, la carrière des sportifs et le vieillissement des sportifs est un sujet au-delà de la plaisanterie, il est un réel sujet. Comment on réinsère les personnes qui par ailleurs ont des corps qui parfois sont abîmés et blessés par une pratique sportive intensive? Que fait-on de ces sportifs seniors? Eh bien c'est un sujet et donc il faut les intégrer au contraire dans l'index. Vous avez bien entendu, la France Insoumise s'inquiète de la retraite de Mbappé, un milliardaire. Si Mbappé n'a plus d'argent après 50 ans, ça sera bien de sa faute, puisqu'il gagne de telles fortunes par an. Vous imaginez que ces footballeurs sont capables d'acheter des voitures, je pense notamment à une Bugatti Veyron qui coûte à peu près, dans mon patelin, c'est le prix de 30 pavillons quand même. Voilà, donc Madame Sandrine Rousseau s'inquiète de la retraite d'un milliardaire. Du peuple, non, mais d'un milliardaire. Alors, ça paraît tellement curieux que l'on peut se poser la première question, je vais vous donner 3 solutions. Grand A, Sandrine Rousseau n'a pas la lumière à tous les étages. Bon, ça a l'air d'être prouvé par son intervention, qui fait beaucoup rire d'ailleurs Madame Katabi. J'avoue que j'aurais été sur place, j'aurais eu du mal à retenir un fou rire. C'est un sketch, c'était pas Sandrine Rousseau, c'était Sardine Ruisseau qui était présente, c'est pas possible. Deuxième solution, elle travaille pour Emmanuel Macron. En effet, j'ai souvent entendu dire Emmanuel Macron que certains députés n'étaient pas à la hauteur, qu'ils ne savaient pas faire leur travail. Et là, paf, nous en avons une très bonne illustration. C'est là où on peut se dire, tiens, est-ce qu'une coïncidence ou au contraire, ces gens de la France Insoumise travaillent pour le pouvoir en donnant une mauvaise image à ce parti exprès? C'est-à-dire que, oui, en même temps c'est un appui et de l'autre, il ne faut pas qu'ils aient trop de voix. Donc c'est une manière de les cantonner. Lorsqu'on sait par exemple que Louis Boyard a joué dans un clip vidéo de rap, où on voit d'ailleurs un individu se balader avec le drapeau de son pays devant une mairie française en revendiquant son identité première, et exiger plus ou moins la mort de Marion Maréchal. Voilà les députés de la France Insoumise. Nous avons entendu aussi une autre députée de la France Insoumise. Eh bien, si nous avons entendu, nous n'avons strictement rien compris à ce qu'elle affirmait, et je dirais même que c'était pire. Le journal a été obligé de le sous-titrer. Quant aux supporters de cette France Insoumise, regardons un petit peu le tweet de Gilbert Collard. À Lyon, encore une fois, les fascistes Antifa, que Darmanin n'a toujours pas dissous, brûlent le drapeau tricolore, ce drapeau pour lequel Jean Moulin est mort. Honte à ces petits C, je vous laisse compléter, qui méritent une bonne leçon d'histoire. Mais je crois que le pire, c'est le fait que ces racailles anti-républicaines, fascisantes, qui refusent toute forme de débat, se retrouvent à l'intérieur des cortèges de la France Insoumise. Il me semble qu'il n'y a plus rien à ajouter. Ah si, on a appris qu'il y avait une élection législative partielle dans la Marne. La députée sortante appartenait au Rassemblement national. Eh bien, elle a été battue. Elle a été battue de 600 voix. C'est le candidat macroniste qui est donc passé. Pour quelle raison? Parce que la France Insoumise a appelé à voter pour un candidat Macron. C'est-à-dire que l'extrême centre ne pose aucun problème pour les cadres de la France Insoumise. Quand nous disons sur cette chaîne que la France Insoumise, c'est l'opposition contrôlée d'Emmanuel Macron,
Il me semble que le dossier est bien fourni. Et puis nous sommes en pleine, vous le savez, puisque je viens de le traiter, de réforme des retraites. Et on imagine que les magazines d'ultra-gauche vont titrer sur Emmanuel Macron. Regardez, eh bien pas du tout. Vous en avez assez de cette bande de racailles. Je vous signale que racaille signifie quand même, quand on regarde, délinquant. Et vous constatez que sur la couverture, vous avez la délicieuse Christine Kelly. Vous imaginez que pour un ultra-gauche, une journaliste qui fait son travail, c'est une racaille. C'est quand même assez étonnant, cette façon de traiter des confrères de racailles, messieurs de l'extrême gauche. Qu'est-ce qui vous déplaît ? Parce que nous, on en avait des titres. Pour vous, par exemple, vous auriez peut-être pu titrer sur Macron. Vous pouvez titrer sur Macron, par exemple, les violences sexuelles, plus 11%, coups et blessures volontaires hors du cadre familial, plus 14%, escroquerie, plus 8%, cambriolage de logement, plus 11%, vol de véhicules, plus 9%. Comme le dit très bien maître Gilbert Collard, le vrai palmarès de Darmanin en 2022. Ça, vous auriez pu dire, parce que c'est le peuple qui souffre le plus de ces actes de délinquance. Un peu moins les petits bourgeois des villes, les petits bobos. Bien évidemment, vous auriez pu, par exemple, titrer sur le fait que Mathieu Maucourt, l'ancien consultant chez McKinsey, est devenu délégué interministériel à la jeunesse dans les services d'Elisabeth Borne. Tous les trottoirs de McKinsey mènent au gouvernement. Eh bien oui, là encore, vous auriez pu travailler sur les liens qui existent entre McKinsey, le World Economic Forum, la mondialisation. Non, pas du tout. Ce sont les journalistes qui font leur travail que vous avez dans le viseur. Et ces mêmes journalistes, lorsqu'ils essaient justement de couvrir des événements, eh bien regardez ce qui se passe. Eh bien, ces journalistes de Politis agressent ni plus ni moins des confrères de la presse de la réinformation. Et en effet, comme le dit très bien Pierre Gentillet, elle est chez vous, vos journalistes, la racaille. Voilà, ces deux journalistes que vous voyez à l'écran ont agressé des journalistes de la réinformation. Eh bien, c'est ça qui est insupportable chez l'ultra-gauche. Ils font du détournement de regard. Ils ne tapent pas sur Emmanuel Macron, ils tapent sur des gens qui sont amoureux de la vérité. Alors, Emmanuel Macron pourra-t-il compter sur la France insoumise ? C'est ma plus grande crainte, je ne vous le cache pas. S'il refuse de voter la motion référendaire, il n'y aura plus aucun doute. Maintenant, nous allons passer à la page Ukraine et puis on va découvrir une nouvelle que l'on connaissait depuis 2006. On va regarder le tweet de François Asselineau. Depuis des années, le vrai but des États-Unis et de l'OTAN est de fragmenter la Russie. Ce que dit ici le Premier ministre polonais confirme exactement les analyses de ma conférence, bien sûr, très bonne analyse. Et Dariusz Rojman dit, dans un entretien, la Pologne espère que la Russie soit démantelée et que d'autres peuples se libèrent. Selon le Premier ministre polonais, Morawiecki, il y a des parties de la Russie qui sont des prisons pour d'autres nations. Ce que dit le Premier ministre polonais, tout le monde le sait. C'est-à-dire que les Américains ont toujours voulu démanteler la Russie et qu'ils ont donc utilisé l'Ukraine comme tête de pont de leur délire impérialiste. Et puis, il faudrait aussi se souvenir que les Américains en Amérique du Sud ont toujours mis en place des gouvernements d'extrême droite qui se sont livrés aux pires exactions. Je vous renvoie notamment au livre de Chomsky, La fabrique du consentement et toutes les horreurs qui ont été commises par les juntes militaires au Guatemala. C'est pour cette raison qu'au début des années 2000, je pense à Villepin, mais je pense aussi à Védrine, puisqu'on les voit sur les plateaux, ils essayaient de limiter la volonté impérialiste américaine, parce qu'ils savaient très bien que ceux qui allaient être les dindons de la farce, ce seraient les Européens, justement. C'est-à-dire que lorsque les Russes se battent en ce moment en Ukraine, ils se battent pour leur survie. Je tiens à rappeler que l'on voit sur les plateaux de télévision un vocabulaire qui n'est pas sans rappeler les heures les plus sombres de notre histoire. En effet, vous êtes sûrement au courant qu'il y a un petit moustachu en Allemagne qui a écrit un livre et qui explique que les Slaves sont des peuples inférieurs, qu'ils doivent être exterminés ou mis en esclavage. Eh bien, ce genre de vocabulaire se retrouve, par exemple, sur les plateaux de télévision français. Alors, je vais vous montrer la chose.
Ils sont en train de délirer sur les plateaux de télévision. Alors, juste aussi une petite anecdote. Quand j'ouvre mon journal, je me dis, quelle va être la propagande anti-russe aujourd'hui? Ils ont beaucoup de créations. Eh bien, là, ils veulent reconquérir la Crimée. La Crimée qui est russe depuis le XVIIIe siècle. Et elle est peuplée évidemment de Russes. Remarquez que les chiffres, certainement, ont été minorés par LCI. Il y a beaucoup plus de Russes. Et il n'y a jamais eu une majorité d'Ukrainiens. Il n'y a même pas eu 24%. En tout cas, dans les chiffres que j'ai, en regardant par exemple les votes, on n'a pas 24% pour les candidats ukrainiens. Par contre, nous avons aussi des Tartares et puis autres. Ce qui fait dire d'ailleurs à Laurent Ozon, est-ce que les Tartares et les Juifs pourront rester en Crimée sous la domination ukrainienne? Donc ils veulent reprendre. Et on fait remarquer quand même, c'est quand même une région qui est peuplée de Russes. Et bien que cela ne tienne, selon Jean Quatremer, il faut qu'ils soient déportés vers la Russie. Vous imaginez une déportation massive d'un peuple. Voilà ce qu'on entend aujourd'hui à la télévision française. On est au-delà de l'horreur. C'est-à-dire que tout le monde admet aujourd'hui que la guerre en Ukraine a été un prétexte pour démanteler la Russie. On a entendu cela d'ailleurs dans la bouche de François Hollande, de Merkel, et puis maintenant du Premier ministre polonais. Quand on reprend les thèses de Brzezinski et compagnie, il fallait absolument utiliser l'Ukraine pour détruire la Russie. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est bien une guerre patriotique que mènent les Russes contre les Ukrainiens. C'est une question de survie. Et je voudrais faire une petite anecdote personnelle. Il se trouve que je connais un Russe qui n'est pas très favorable au gouvernement russe en place aujourd'hui, qui est à Paris, et qui découvre, mais avec des yeux ébahis, que ce qu'il prenait pour de la propagande lorsqu'il était à Moscou, eh bien, est une totale réalité en France. Il allume 2 secondes la télé sur LCI et il se dit « mais c'est pas possible ». Comment peuvent-ils reprendre une terminologie que l'on croyait normalement réservée à des gens qui parlent de drôles de croix? Eh bien voilà, il n'y a plus rien à dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le peuple russe se bat pour sa liberté. Ce n'est pas un élément de propagande. C'est dit littéralement par les cadres de l'OTAN. Allez, on va maintenant terminer par un comique, puisqu'on a eu Sandrine Rousseau. On va terminer par un deuxième comique. Un comique pas très drôle, il est vrai. C'est Laurent Alexandre qui nous a expliqué que l'expert Covid de Dr Laurent Alexandre est désormais expert retraite. Évidemment, Emmanuel Macron fait sonner toute la jante corrompue. Il y a moins de gens sous Promosac parmi les travailleurs que les gens qui ne travaillent pas. Retarder l'âge de la retraite, c'est positif pour la santé, nous dit-il. Qui peut croire une chose pareille? Ils ne sont pas à un délire près, vous le savez bien. Si vous avez aimé ce journal, eh bien, n'hésitez pas à le soutenir, un petit pouce levé, un petit commentaire gentil pour le référencement. Et puis, je vous souhaite une excellente soirée, un très bon mardi. Et puis, on espère que nos combats finiront... on finira par gagner. D'ailleurs, je pense qu'on est véritablement sur la bonne voie. Allez, à bientôt.